Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Alors, si vous suivez de façon régulière notre podcast, pour vous, ça change pas grand-chose parce que vous avez eu un épisode par semaine depuis maintenant 2, 3 ans. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de pause. Mais en revanche, pour moi, j'ai fait une grosse pause dans les enregistrements pendant 2 mois. Donc, ça fait longtemps que j'ai pas enregistré. Et aujourd'hui, on va fêter ça avec un invité qui a plutôt l'habitude du micro, mais il va nous expliquer tout ça en détail. En tout cas, je suis très heureux de tendre le micro à Romain Forel. Salut Romain. Bonjour, bonjour Armano, bonjour à tous et très heureux de faire partie de ce podcast et de ta reprise suite à ton déménagement et cette nouvelle installation. Donc, Ouais, ça, avais un petit peu d'infos en off parce qu'on a mis un peu de temps aussi pour setuper l'enregistrement. Mais effectivement, le fait que j'avais fait une longue pause de 2 mois dans les enregistrements, tu ne savais pas, tu l'as découvert en live avec nos invités, avec nos auditrices et nos auditeurs. Et voilà, c'était un peu la surprise du jour. Romain, comme j'ai l'habitude de le faire avec tous mes invités, je te propose de te présenter, de nous dire en quelques minutes qui tu es, ce que tu fais. Enfin voilà, le micro est ouvert. Prends ton temps, dis-nous tout. Qui est Romain Forel? il y a Romain Forel, il a 38 ans, il est taxé, il n'a pas d'enfant. Dans la vie, il est pompier professionnel depuis 16 ans maintenant. Juste avant d'être pompier pro, j'ai eu le plaisir d'être marin-pompier à Marseille. Donc ça, c'est pour la première partie professionnelle, parce que du coup, il y a une deuxième partie professionnelle qui m'amène dans ce podcast avec toi aujourd'hui, c'est le monde de l'animation. Je suis animateur, alors au début de triathlon et maintenant d'autres épreuves. Alors déjà toutes les épreuves annexes de la Fédération française de triathlon, mais aussi de trail, de courses sur route et quelques courses de VTT. Ça, c'est depuis 2015, donc ça fait déjà 10 ans. Le temps commence à passer. Ça, c'est pour les deux côtés professionnels. Moi, je suis pratiquant de triathlon depuis 2010. J'ai un classique de sportif. Oui, classique pour le coup, ça fait doublon, mais classique. C'est-à-dire que athlétisme, pour commencer, de 7 à 10 ans, pour la bonne et simple raison que mes parents pouvaient emmener mon frère et moi qu'à un seul endroit à la fois. Et donc, lui, il pouvait pas jouer au foot, donc vu qu'il prenait pas tout petit. Donc, j'ai fait de la clé, puis football, comme la plupart des jeunes garçons dans une petite commune, jusqu'à l'âge de 24 ans. Tout en continuant un petit peu la clé, notamment en USSS, collège, lycée, dans le monde des pompiers aussi. Là, il y avait un lien. Et en partant à Marseille, je me déplaçais en vélo. Je m'étais mis à la natation parce que ça faisait partie des tests de recrutement. Donc voilà, hein, je courais déjà. J'avais plutôt un gros coffre en plus en tant que joueur. J'étais pompier, on nageait, je faisais du vélo dans les calanques. Et quand je suis rentré pompier professionnel en Gironde, dans mes formateurs, il y avait un garçon, Dimitri Koskos, qui est un excellent triathlète, qui avait un très bon niveau à l'époque et m'a donné goût à ça. Et puis le football, ça devenait compliqué parce que j'étais de garde les week-ends, parce que tu changes les week-ends et tu veux pour jouer, mais le match il est annulé, il pleut, le terrain il est suspendu, etc. Tous les aléas du football. Bon, je dis je vais essayer le triathlon en 2010. Donc j'ai pris ma première licence en décembre 2010 à l'issue du marathon de La Rochelle, parce que j'ai fait une petite année touche à tout. On aura peut-être l'occasion de le réévoquer. Et de là, j'ai, comme tu le dis si bien dans tes podcasts et comme la plupart des triathlètes, j'ai attrapé le virus. C'est même un virus que j'ai dû répandre et j'ai dû contaminer beaucoup de monde depuis. Donc voilà, triathlète depuis 2015 avec toute forme et tout format. J'ai eu la chance de faire de la D2 de duathlon et de connaître une montée en D1 où moi j'ai pas été parce que là on atteint tous notre plafond de verre. Une montée en D2 de tri aussi. Et puis après, quand tu commences à aller moins vite, tu fais du long. Donc j'ai fait 3 Ironman, dont en Brahman l'année dernière. Voilà, ça c'est pour les petits côtés fierté, et puis voilà, quelques marathons ou autres. Et on l'évoquera, je fais moins de courses parce que j'anime énormément et que, comme j'aime à dire, il n'y a que 52 week-ends dans une année, donc tu peux pas tout faire quand déjà tu as un travail, un premier travail où tu taffes le week-end, que tu t'es trouvé une deuxième passion qui est devenue un travail qui est principalement le week-end. Bon, au bout d'un moment, on ne peut pas tout faire. Voilà pour en quelques minutes qui je suis et pourquoi je suis là avec toi aujourd'hui.
Wow. Bah écoute, merci pour la structuration de ta présentation. On sent bien que tu as l'habitude d'être derrière le micro, même si là, aujourd'hui, on est chacun chez soi. Et attends, parce que les premières choses qui me viennent à l'esprit, alors déjà, j'adore échanger avec des pompiers ou des marins-pompiers ou d'anciens marins-pompiers. Moi, j'ai des souvenirs quand j'ai découvert le triathlon. Je m'entraînais beaucoup à Rouen, à côté de la caserne. Et justement, il y avait souvent les pompiers qui venaient et c'était des super moments, aussi bien sportifs que rigolades. Je trouve que de manière générale, les pompiers sont cool. Donc ça, c'est top. Et puis surtout, vous devez d'avoir une condition physique au top, quoi. Donc c'est pour ça qu'on retrouve souvent des pompiers, des marins-pompiers dans le top des classements, que ce soit en course à pied, en triathlon, etc. Alors, je sais pas si vous avez une obligation vraiment formelle, contractuelle, ou c'est vraiment pour vous tenir en forme, pour pouvoir aller en intervention au feu ou autre. Il y a les deux. Il y a les deux. Il faut savoir que, alors aussi bien pompiers professionnels, mais que même pompiers volontaires, on est tous soumis à des tests sportifs annuels qui sont incrémentés à la visite médicale, en fait. Donc, tu te dois voilà, de te maintenir en forme. De plus, les opérations t'obligent à être en forme. Alors surtout, c'est vrai que je l'ai pas dans ma présentation, mais moi je suis pompier professionnel à banlieue bordelaise, dans un centre de secours à forte sollicitation au niveau de la métropole bordelaise, donc, avec des interventions quand même particulières qui demandent un niveau d'exigence et qui plus est, moi, dans mes spécialités, je ne vais pas rentrer dans un jargon trop technique, mais pour que tout le monde comprenne, on peut appeler ça un moniteur de sport chez les pompiers. Donc, moi, c'est ma spécialité. J'encadre les séances de sport et vu que j'ai le niveau 2, je m'occupe aussi des niveaux 1 et je mets en place la politique sportive dans ma caserne. Donc, oui, déjà, moi, il faut que je montre l'exemple. Et puis, tu parlais de marin-pompier, mais ouais, les pompiers, les policiers, les militaires, j'en croise énormément dans le monde du triathlon parce que c'est un sport qui touche à tout, qui nous convient. Qui permet voilà, de brosser pas mal de choses de notre condition physique. Et aussi, mine de une nouvelle fois, je le vois notamment pour les courses, d'être maître de notre agenda. Voilà, une nouvelle fois, je te disais, quand j'ai arrêté le foot parce que j'étais pas maître de mon agenda. Un coup, tu joues le samedi, un coup, tu joues le dimanche, le match, il est reporté, il est annulé. Voilà, tu dis dans 3 semaines, un mois, même maintenant plus longtemps, mais dans 6 mois, je fais un objectif et je prends un brin. C'est le 15 août. Voilà. Tu veux faire un brin 2028, c'est le 15 août, c'est facile. Tu sais que maintenant, telle course, elle est le premier dimanche de tel mois, troisième dimanche. Tu as une vision à long terme et tu peux monter progressivement comme ça. Puis tu vois, pour revenir rapidement sur le foot, parce que je sais que c'est pas trop ton truc, mais il y avait aussi le fait que quand tu commences à toucher un bon niveau, mais que tu n'es pas trop là, du coup, tu es remplaçant. Alors physiquement, tu as la caisse, que le triathlon, c'est avantage. Tu fais ta course, tu es maître de ton truc, et en plus, si ça se passe pas bien, tu peux quasiment t'en prendre qu'à toi. Ouais. Je précise quand même, c'est pas que j'aime pas le foot, c'est Ouais, que je n'aime pas l'état d'esprit de certains footeurs, oui, je peux le de comprendre. certains Footballeur. footballeurs et surtout de certains footeux qui sont pas forcément eux pratiquants. Bon, voilà, ça c'est la petite, c'est la petite parenthèse, sachant que d'ailleurs hier j'ai eu l'occasion d'échanger avec Daniel Coppens, qui est un ancien invité du podcast et qui pour le coup est footballeur et qui travaille dans le milieu du football. Qui me disait que ce qui est hallucinant, c'est que les chiffres il ressort de la Fédération française de foot, c'est que 6 garçons sur 10 ont à un moment ou à un autre pris une licence dans un club de foot en France. Et avec l'avènement du football féminin, ça va encore augmenter si on fait le ratio pour les filles. Donc au final, moi qui m'hérissent, qui ont les cheveux qui s'hérissent sur la tête quand j'échange avec un triathlète que je connais pas et que je lui demande s'il connaît mon podcast et qu'il me dit non, je me dis que finalement, plutôt que d'aller voir les clubs ou la fédération et essayer de faire en place, de faire en sorte de mettre en place de la com, je devrais plutôt aller voir les clubs de foot parce que dans 5 ou 10 ans, ces footballeurs-là et ces footballeuses-là seront peut-être des triathlètes. Voilà. Ouais, puis même, ouais, sûrement, même bien en amont, bien avant. Ouais. Puis le triathlon, déjà, était à une époque un sport de blessés. Hein. Les mecs se blessaient, ils découvraient autre chose. Je dis avant parce que j'ai vu l'éclosion des écoles de triathlon. Et maintenant, on met les enfants au triathlon très jeunes. C'est une très bonne Ouais. chose. Et d'ailleurs, le niveau a augmenté, entre autres, grâce à ça. Et oui, tu vois, 6 enfants sur 10
joue au moins une fois au foot ou prenne une licence de foot. Et ben, pour ceux qui écoutent le podcast, là, souvent tu finis par qu'est-ce qu'il faut pour devenir un triathlète. Mais j'ai envie de dire déjà, ben, n'hésitez pas à mettre vos enfants Tu vas au dans foot? des écoles de triathlon. Ah, mais voilà. Alors, Ouais. emmenez-les, si vous êtes dans une petite commune et qu'il n'y a pas d'école de tri, mettez-les au foot, mettez-les au sport. Moi, de manière Ouais. générale, s'il y avait un message à retenir, mettez-les au sport dans un club, parce que ça a un bienfait et social et physique. Je pense que le Covid nous l'a amplement montré. Mais voilà, il y a des écoles de triathlon. C'est pas un sport que pour les adultes. Moi, je suis dans un club où on est 220 licenciés, mais il y a 80 gamins, quoi. Ouais. Puis c'est pas l'école de triathlon, c'est pas que à Paris, Lyon ou Marseille, quoi. Il y en a C'est dans vraiment tout, partout. enfin dans beaucoup de clubs et dans toutes les ligues de triathlon en France. Donc ouais, je suis d'accord avec toi. Allez-y et mettez vos enfants. Et l'avantage du triathlon, c'est qu'il y a 3 sports, il y a 3 disciplines, et c'est vrai que ça donne aussi beaucoup de capacités et notamment de motricité et parfois même de motricité fine, qui est quelque chose qui est développé quand on est enfant. Bref, revenons un petit peu sur toi, sur ton parcours. Petite précision quand même aussi, le foot, moi j'apprécie beaucoup parce que j'échange souvent avec des invités ou des pratiquants qui sont ou qui ont été footballeurs. Mais de manière générale, les sports collectifs et en particulier le foot, c'est aussi une très bonne base pour le triathlon parce que ça te permet de travailler la puissance, la force, même si tu ne travailles pas forcément l'endurance, ça te permet d'appuyer sur pas mal d'autres sujets. Anyway, donc toi, footballeur dans l'âme, et on le sent que tu es encore toujours un peu footballeur pratiquant, mais triathlète, euh, parce que tu avais commencé à découvrir ça, tu avais commencé à pratiquer. Comment est-ce que tu passes du pratiquant de triathlon à l'animateur de triathlon? Et puis après, on rentre un peu plus dans les détails de ce que ça implique aussi. Ouais, alors là, vraiment, par le hasard. Donc, je suis toujours au même club depuis le début, à Saint-Triathlon, qui est un club qui s'est énormément développé. Je dis on parce que ça va avoir une importance, notamment avec mon entraîneur Antoine Méchin. On débarquait en 2010 avec un petit groupe de jeunes où on a, première fois qu'ils avaient quand je dis jeunes, moi je débarque, j'ai 23 ans quand je me mets au triathlon, les garçons qui sont en dessous de moi ont la vingtaine. On monte une équipe de duathlon qui match plutôt bien. Donc, on monte en D3, on monte en D2. Et en fait, bah, qui dit D2 dit déplacement, minibus, tout ça. Et bah, ils s'aperçoivent que je mets plutôt l'ambiance dans le minibus, que je suis un petit peu, tu vois, comme tu sens que j'ai encore de l'amour pour le football, parce que moi, de toute façon, j'aime tout le sport, mais voilà, je m'intéresse vraiment au triathlon. Tu vois, les D2 de duathlon, bon, bah, au début, on joue juste le maintien, mais on regarde les D1, on regarde les Choqueurs, les Le Bihan et les Johan Lebert, on les suit en équipe de France, on regarde du coup les étapes de tri, on se dit putain, ce serait bien qu'on arrive à monter en tri. Et parallèlement donc à tout ça, mon club fait le choix d'organiser en septembre, pour la rentrée des classes, un triathlon off-road, hein, donc en VTT, dans le jardin public, pour que les enfants aient un XS. Et là, vraiment, mais le fameux XS découverte. On dit donc que les enfants, où on convie en fait les quelques jeunes qu'on a à l'école de triathlon se met en place. On convie juste le club de La Rochelle, qui est un très gros club déjà à ce moment-là. Et par contre, les écoles primaires et les collèges de la commune de Saintes. Parce que Saintes est quand même une ville développée où il y a plusieurs écoles primaires et plusieurs collèges. Donc, on fait cette course. Antoine, à l'époque, était agent de développement au club. Première année, je suis juste meneur d'allure, j'ouvre les courses et c'est notre président qui l'anime. Parce que là, on est vraiment sur une course voilà, faite en off, on ne fait rien payer, on ne prend pas de chronométreur, contrairement au triathlon de Saintes qui, lui, est déjà bien développé avec un chronométreur, avec Stéphane Garcia, qui est l'une des voix emblématiques du monde de l'animation, qui anime Saintes, et ça se fait. Et la deuxième année, Antoine me dit, continue à être adjoint de développement, le club a commencé à grandir, et il me dit, écoute Romain, moi je te propose cette année, est-ce que tu ne voudrais pas plutôt animer le triathlon? Il dit, ça soulagerait le président, il est pour. Donc bingo, me voilà animer les 2 courses enfants et le XS. De là, à l'époque, Eric Bourson, président de Saint-Triathlon, ça lui plaît, ça marche, le club, ça lui plaît, il me propose, pour le triathlon de Saintes, de co-animer avec Stéphane Garcia. Ouais, j'ai allé, bingo, je ne courrai pas cette année-là, je co-anime. Je co-anime avec Stéphane, donc ce qui est vraiment été dans ses plus belles années Ironman. Donc là, on prend un pied terrible, on s'entend bien. La même année,
mon club monte un duathlon parce que on marchait bien en duathlon, donc tout le petit groupe, on monte un duathlon que je co-animais avec Stéphane. Donc déjà, la même année, je me retrouve à animer 3 courses. Et puis le monde est petit, c'est comme ça que tu crées du réseau. Tout simplement, mon voisin vient voir la course. Mais mon voisin, il est vice-président du club de VTT où j'habite. Et à 15 jours de leur épreuve, leur animateur tombe malade. Il me demande si je peux venir. J'y allais, bingo, on y va. J'anime son épreuve de VTT. Et alors là, dans le monde de VTT, on va dire, j'apporte une vague de jeunesse parce que là, on est en 2013, donc j'ai tout juste 25 ans, alors que la plupart des speakers ont 80 ans facile dans le monde du vélo. Et de là, je me retrouve à ce qu'on me propose d'autres courses. On me demande des devis, tout ça. Oula, j'ai pas de numéro professionnel, je sais même pas comment ça marche. Donc là, et Stéphane Garcia et Olivier Bachet, qui sont devenus des amis parce qu'on se côtoyait sur les épreuves de duathlon, notamment que je connais, m'expliquent tout ça. Et comme je dis, notamment, le Covid nous l'a montré, quand tu as une galère, faut savoir rebondir. En 2015, en janvier 2015, je fais une chute d'une échelle, qui est le compte pour un pompier, et je me fais... Bravo. Ouais. Pas l'échelle du camion quand même. Non, les échelles qui te permettent de monter sur un toit. L'échelle se dérobe, je m'explose vraiment, vraiment bien la cheville. Je suis arrêté 2 mois. Et je profite par exemple de ces 2 mois pour me dire, écoute, tu commences à être sollicité de plus en plus pour animer. Donc au début, tu n'as pas de statut légal, donc on te file une carte cadeau, on te file un panier garni, on te file tout ça. Et puis tu animes des courses de clubs de copains, parler des pompiers, beaucoup de présidents de clubs à ce moment-là étaient des pompiers, des collègues, ça. Et tu commences à avoir des propositions dans des départements voisins. Donc tu dis, en 2015, je me lance et je me retrouve avec un statut d'auto-entrepreneur. De là, Stéphane voit que ça commence à piloter plutôt pas mal. Il voulait aller avec ses amis de Royan au 70.3 de Barcelone, qui était toujours en même temps que le triathlon de mon club. Donc il propose à mon président, il dit, je pense que Romain, il peut piloter le triathlon de Sainte tout seul. Donc je prends les rênes tout seul. Et de là, toujours, parce qu'il y a, comme j'aime à dire, je suis quand même issu de l'école Stéphane Garcia. Stéphane fait le choix d'arrêter au niveau de la Fédération française de triathlon en 2017. Il ne veut plus animer d'épreuves fédérales, mais il me propose de postuler. Je postule. Et de là, déroule des très belles rencontres. Ah ouais, là, ça déroule même très, très fort parce que je passe de stagiaire la première année à labelliser 2 étoiles dès la deuxième année. C'est très, très fort. Le Covid passe par là, mais un stop à tout le monde. Mais post-Covid, ça continue et je suis devenu labellisé 3 étoiles aux côtés des Christophe Dallery, Rémi Lafleur, Olivier Bachet, qui sont vraiment des garçons, des pontes du monde de l'animation, du moins au niveau fédéral. Et je me retrouve à leur côté, je suis très très heureux de ça. Et j'ai pu animer des grandes épreuves fédérales. Et ma petite fierté, là, comme j'aime à dire, c'est quand on regarde le podium olympique de Paris, aussi bien filles que garçons. Et les 3 garçons, les 3 filles sur l'Olympiade, je les ai au micro. Donc voilà, c'est ma petite fierté à moi. Ouais, c'est cool, tu vas pouvoir me donner quelques conseils parce que quand j'étais encore à Toulouse, là je me suis relocalisé à Luxembourg, mais quand j'étais à Toulouse, j'ai eu la chance de pouvoir aller balader mon micro lors de la Super Tri. Et ouais, il faudrait que je prenne des conseils des meilleurs. Tu nous as parlé de labelliser 2 étoiles, 3 étoiles. Comment ça se passe en fait dans le monde de l'animation? Est-ce que c'est comme est-ce que c'est comme l'arbitrage où tu dois avoir des formations, tu dois avoir des validations de la part de la Fédé, de la part de tes pairs? Comment ça fonctionne? Alors, il n'y a pas de formation, malheureusement. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait le choix d'en lancer une, parce que j'ai reçu aussi beaucoup de sollicitations de gens qui voudraient se lancer, ou des fois des conseils, des petits tips de comment on anime, comme tu demandes là, ou aussi la facturation, tout ça. Et par contre, il y a une grille en fait d'évaluation sur les épreuves nationales. Là, je parle bien vraiment que des épreuves nationales. Il y a des délégués techniques qui sont là pour faire la coordination avec tout le monde et qui t'évaluent. Et en fonction en fait de ta grille d'évaluation, donc la première année, on était forcément stagiaire. Et après, tu as 1, 2 ou 3 étoiles. Donc en fonction de la grille que tu as remplie, de ce que tu as pu aussi animer. Et les étoiles, en fait, te permettent d'avoir accès à certaines courses
ou pas. On va prendre donc, le Graal, vraiment en France, c'est les Grands Prix de la Fédération française de triathlon, renommée Lindal Pro Plus de série triathlon maintenant, parce que le naming est rentré en jeu. Et du coup, là, forcément, sur un Grand Prix de tri, il te faut un speaker 3 étoiles. Ça, c'est, tu vois, dans le cahier des charges, c'est une obligation. Donc, soit tu peux avoir 2-3 étoiles, ça nous arrive d'animer, soit tu as un 3 étoiles et un stagiaire. J'ai eu la chance, moi, sur ma première année de stagiaire, d'animer 2 des 5 Grands Prix, mais parce que j'étais aux côtés de 3 étoiles. Et voilà, il y a vraiment tout un tas de critères. Dans les critères, rapidement, il y a savoir animer, connaître le process, connaître les clubs, connaître les athlètes, savoir faire des interviews, mais il y a aussi savoir utiliser tout outil informatique, notamment pour l'utilisation des tablettes du chronométreur, savoir animer sur la moto, voilà, savoir tenir un timing. Moi, je sais que j'ai eu une chance, comme j'ai dit, terrible, c'est que ma première année, j'anime le Grand Prix de Muret, c'est leur première à Muret. L'épreuve, elle est transformée en duathlon quelques minutes avant le départ parce que la Garonne fait des siennes et j'anime le Grand Prix de Quiberon avec Christophe Dallery qui à l'époque est en direct sur la chaîne L'équipe où là on te fait comprendre que le timing va falloir le respecter à la seconde près, quoi. Pas à la minute près mais à la seconde près. Donc c'est beaucoup de pression mais c'est beaucoup d'excitation et quand tout se passe bien, il y a un petit côté fierté et surtout derrière quand voilà, t'es passé de stagiaire à 2 étoiles puis 3 étoiles, c'est une très bonne chose. Justement, parce que là, tu nous as donné quelques insights un petit peu de qu'est-ce que c'est que le métier d'animateur, mais c'est quoi le métier d'animateur de course? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as des fiches, tu apprends tout par cœur avant une compétition? Est-ce que tu as des cartons avec les photos alors j'allais dire des joueurs, non, mais des participants, des participantes, et puis tu apprends tout par cœur. Enfin, c'est quoi le métier d'animateur? Comment est-ce que tu fais pour retenir les noms? Ou à défaut, si tu as des fiches, une tablette ou autre avec les noms, comment tu fais pour bien prononcer les noms? Enfin, explique-nous un petit peu tout ça. Alors, je vais commencer par une petite anecdote parce que tu dis, non, on peut pas faire des fiches sur tous les coureurs. Alors, sur un Grand Prix, parce qu'on parle Grand Prix et je sais que tu as déjà reçu notamment des athlètes de Grand Prix aussi bien tri que du, c'est techniquement possible parce que ça va de 70 à 80 athlètes. Quand tu fais une épreuve de masse à 2-3 000, c'est techniquement pas possible. Je disais petite anecdote parce que c'est encore souvent que les gens, quand ils passent la ligne, en fait, donc je dis leur nom. Si des fois je connais leur club ou autre, je parle un peu de leur club, et les gens me disent, mais tu connais les 2000 coureurs? Et alors j'aime bien leur dire, bah ouais, je les ai appris. Ben ouais. Non, je les ai pas appris. Il y a un truc maintenant qui s'appelle le chronométreur avec des outils et son nom s'affiche. Et j'ai eu tablette, j'ai eu télé, j'ai son temps. Donc non, c'est l'utilisation. Sinon, c'est quoi le métier d'animateur? C'est plein de choses. Alors comme on disait un petit peu off, c'est un métier de préparation. Déjà, on va commencer dans l'ordre. Il y a beaucoup de préparation. C'est pour ça que je suis pas très réseaux sociaux, mais j'aime bien montrer que c'est du travail de préparation en amont parce que c'est préparer le programme, savoir qui va être récompensé, c'est la liste des partenaires, c'est de savoir qui Attends, organise. arrêtons-nous juste 2 secondes sur le programme utilisé, c'est préparer le programme. C'est quoi le programme? Tu as une course, je sais pas, tu as un Ironman, il commence à 6 heures. C'est quoi le programme pour toi? Ta journée, elle commence quand? Alors, hors préparatif de la veille où justement tu vas regarder un petit peu tout ça, mais pour toi, c'est quoi le programme? Le programme de la course, le programme du triathlon, qu'est-ce que tu inclus dedans? Alors, tu as appris Ironman, c'est pas que je vais pas dire que c'est pas le bon exemple, mais Ironman, c'est très simple et c'est très. Alors, je dis pas que c'est simple à animer, attention, mais c'est une grande journée de course, mais avec une seule et unique course au milieu. Euh, de manière générale, par contre, tu prends la parole, Ironman, retrait de Sahara a eu lieu en amont, mais sinon, sur une course classique, tu prends la parole au moins au moment du retrait de Sahara et quelques temps un peu avant l'ouverture du parc à vélo. Et ça va à l'ouverture du parc à vélo jusqu'à la fermeture du parc à vélo, remise des prix, quand je dis fermeture du parc à vélo, mais une fois qu'il est vidé. Mais Ironman, tu sais que tu vas avoir, enfin, un Ironman ou une course XXL de manière générale, tu n'as qu'une seule course. Mais un programme, et bien, typiquement, même si on revient sur un Grand Prix de la Fédé, en règle générale, c'est à minima 4 courses. Une D1 homme, une D1 femme, une D2 homme, une D2 femme. Et souvent, tu as des courses open glissées à tout ça. Donc là, c'est quelle course, à quelle heure, quelles sont les ouvertures de parc, les fermetures de parc pour telle course, quelle heure les podiums, etc., etc. Et sur des épreuves très open, sur la plupart d'ailleurs des courses, que ce soit
un trail comme j'ai animé ce week-end. Ce week-end, j'ai animé donc samedi après-midi, dimanche matin, mais au total, il y a 10 courses. Tu vas des courses enfants jusqu'aux 40 km, mais qui dit 10 courses, dit des retraites d'ossard qui sont propres à chaque course, dit 10 départs de course, dit des arrivées qui certaines vont se chevaucher, dit aussi 10 remises de prix qui forcément sont pas en même temps. Donc voilà, rien que le programme, c'est d'ailleurs l'un des éléments majeurs de la préparation. Ça et les podiums. Savoir qui je récompense et à quelle heure. Parce que sur les courses, notamment Open, c'est la plus grande question qui est posée. C'est est-ce que je suis récompensé? Qui est récompensé? Parce que je suis Master 7, est-ce que je vais être récompensé? Si oui, à quelle heure? Donc ça, c'est très important de le savoir en amont de la course. Parce que les gens viennent te voir pendant la course, pendant les courses, pour te demander est-ce qu'il va y avoir des remises de prix est-ce que les gens viennent te voir pour te poser ces questions-là et t'assimilent pas aussi un peu au chronométreur? Alors, les gens, ils assimilent le speaker au chronométreur et même à l'organisation. C'est ce que j'allais dire. En fait, toi, tu as Typiquement, multicasquette. là où c'est le. Alors, ouais, c'est parce qu'en fait, tu es celui qui parle et qui. Tu sais, c'est un petit peu l'histoire de l'instituteur, là, pour le coup. Tout le monde pense que tu sais tout. Alors, des fois, tu sais pas, mais tu fais le lien avec tout le monde. Tu sais que tu vas pouvoir te regarder. Tu sais que il y a typiquement, tu parles du chronométreur. Oui, je suis pas classé. Ou il y a une erreur de classement. Et ben allez voir le chronométreur, il est là. Mais ça va être des trucs. Ben non, les toilettes, j'ai pas vu les toilettes. Alors, en fait, c'est toute cette dimension. C'est aussi pour ça que le travail de préparation, il est très important toujours. Et ben aussi connaître le site, connaître l'orga, connaître la personne qui va répondre à où sont les secours. Ça m'est arrivé et ça arrive de plus en plus. Eh ben, bonjour, on a le contrôle antidopage. Mais du coup, il est où le contrôle antidopage? Ah ben oui, ok. Mais il faut réussir à interconnecter tout le monde. Donc ça c'est prépondérant. Et d'ailleurs, j'en profite pour tous ceux qui écoutent, le speaker n'est pas effectivement l'organisateur. Donc, si la course, elle a merdé, et notamment, je pense en trail, ça arrive sur bon nombre de trail, où vous êtes perdu, j'y suis pour rien. C'est pas moi qui ai mis les Non, balises. non, Et je me c'est pas suis les déjà trailers qui se perdu perdent. Non, c'est pas les trailers qui se perdent. L'organisation a eu malheureusement la malchance d'avoir été débalisée. Enfin, le parcours a été débalisé Ouais, déjà. ça arrive, ça arrive. Ouais. Mais je veux dire, mais j'y suis pour rien. Et moi aussi, je me suis perdu sur trail. Je suis rentré il y a quelques temps par la route. Et pour vous, là, c'était de notre faute. On a fait le mouton de Panurge. Il y en a un qui n'a pas tourné. On a suivi. Mais voilà, mais c'est comme ça. Mais je vous jure, le speaker, il y est pour rien. Ce qui fait que sur des grosses orgas, sur des gros week-ends, tu peux être tout seul ou tu peux être accompagné ou tu dois être accompagné. Enfin, je sais pas, sur un week-end, allez, on va passer à l'extrême. Tu prends l'UTMB, ça dure une semaine. Est-ce que c'est toujours le même speaker? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Enfin, tu vois, est-ce que ça fait partie des obligations de se présenter à plusieurs ou pas? Et si pas, ça peut te faire des orgas qui durent 3, 4 jours, une semaine, non? Alors, il y a pas d'obligation sur le technique, mais il y a une qualité de service qui en découle. Et alors, tu vas prendre UTMB, et là, on peut y associer Ironman parce que c'est le Graal pour la plupart d'entre nous sur la qualité de l'organisation. Là, ces deux labels-là ont un point commun, c'est qu'ils ont plusieurs speakers, ils ont un programme speaker d'ailleurs, en fonction de ce qu'il y a à faire quand il y a à le faire. Et puis, bah oui, ça dure plusieurs jours. Parce que même un Ironman dure plusieurs jours parce que ça ouvre le retrait des dossards bien avant la course. Il faut faire vivre le village partenaire et le merchandising est relativement important chez Ironman. Après, une journée Ironman, c'est très long parce que c'est 16 heures de course, mais tu vas y coupler les heures d'ouverture du parc à vélo en amont. Et souvent, sur vraiment la distance full, donc l'Ironman, tu vas avoir une remise des prix et la remise des slots qui en général en plus aura lieu le lendemain. Donc déjà, ils sont souvent plusieurs et qui plus est, point commun de ces épreuves et notamment Ironman, peu importe où tu cours en Ironman dans le monde, tu auras forcément à minima quelqu'un qui devra parler anglais parce que ça fait partie du cahier des charges. Après, sur les autres courses, il n'y a pas d'obligation, mais là aussi, je tends une petite perche aux organisateurs. Je sais que c'est un coût, j'en suis conscient, mais si votre programme il commence à être dense et si votre course elle a pris de l'ampleur, n'hésitez pas à prendre à minima 2 animateurs, ça sera une qualité d'organisation bien meilleure.
parce que tu peux te relayer, parce que ça changera les voix aussi, c'est beaucoup plus agréable pour les personnes. Et puis parce que ça reste humain. C'est comme si toi, là, tu faisais le podcast, que je t'avais tout envoyé par écrit, et que tu parlais tout seul pendant 1 heure et demie, tu vois. C'est pour garder de la motivation et de l'intonation. C'est compliqué. Donc, je comprends que la plupart des courses, et d'ailleurs, j'en anime, on va dire, une bonne moitié dans l'année seul, et certaines courses, il n'y a pas de souci, ça ne nécessite pas d'être plusieurs. Par contre, il y a plein de courses où ça nécessite, et certains organisateurs, d'ailleurs, moi je les félicite, même quand ils démarrent, ont vite compris que valait mieux être plusieurs. Et moi, il y en a, je leur conseille d'être plusieurs, et même certains me font confiance, ils me laissent le choix de leur proposer qui veut. Une fois, je sais que c'est un coût financier, j'en suis conscient, mais c'est comme avoir un chronométreur, tu vois, de qualité. Chronométreur, maintenant, souvent, si la course elle a pris de l'ampleur, il vient à plusieurs, il te met plusieurs tapis, il te fait des checkpoints, et ta course, elle a grandi en qualité grâce à ça, et même si tu t'appelles pas Ironman ou UTMB. Ouais. Et tu parles du coût justement. Alors je sais que ça peut être spécifique à chaque type de course, chaque type d'organisation, combien il y a de courses, sur combien de temps ça s'étale, etc. Mais est-ce que toi tu peux nous partager une idée à peu près pour ceux qui se poseraient la question de mettre en place une course et de vouloir faire appel à un speaker, en particulier à Romain Forel, combien il faut compter pour une animation d'une course de Alors, campagne, on va dire, et puis après d'une ouais. très grosse orga. Alors, comme je vais dire, il y a pas de petites courses, il y a juste des courses beaucoup plus volumineuses que d'autres. Alors, c'est toujours un sujet, on va pas dire sensible, mais c'est une question qui m'est très souvent posée, notamment même par mes collègues de travail. Alors, ça va dépendre de pour ma part, de plusieurs composantes. C'est le programme. En fait, effectivement, est-ce que tu n'as qu'une course ou 50 courses à animer? Tu reviens sur Ironman, une distance XXL, tu sais que tu auras une longue journée d'animation, mais tu sais que tu vas pas avoir besoin d'être au taquet tout le temps. Parce que quand ça va partir sur 180 bornes de vélo, même s'ils font des boucles, t'es pas éreinté tout le temps. Que quand tu vas animer des cours, je prendrai mon club cette année, on a été demi-finale France Jeune, mais on a fait 7 courses dans la journée. 3 XS et 4 S. Donc c'est quand même 4 départs de course, 4 fois des transitions qui vont super vite, des arrivées de 4 courses, et c'est 7 podiums, où tu en as fait du coup 3 le matin, 4 l'après-midi. Donc là, tu vois, c'est des journées où je suis plus éreinté. Et après, ça va dépendre aussi qui organise. Est-ce que c'est un label privé? Est-ce que c'est une association, un club? Où l'objectif du club, c'est quand même de gagner de l'argent pour payer des entraîneurs, des éducateurs, du matériel, ou est-ce que c'est un label privé dont le but est de faire de l'argent, et c'est pas du tout une critique, parce que ça permet d'avoir Ironman, Challenge, Open Leagues, pour citer cela, et UTMB, et de développer le monde du sport. Et après, ça va dépendre aussi de la notoriété de ton speaker. Le prix est toujours délicat, parce que j'ai eu le cas, moi, je le reproche, et à juste titre au début, de peut-être pas être assez cher par rapport à ce que je proposais, parce qu'en fait j'ai eu la chance d'animer avec de très grandes voix du monde de l'animation, aussi bien en trail en triathlon, et pour discuter avec des organisateurs, souvent dans proche des clubs, tu discutes plus facilement avec les présidents de club. Et moi j'aurais dit, j'ai bien animé, bossé avec un tel, ouais, mais ils me disent il est 2 fois plus cher que toi, et 2 fois plus cher, c'est vrai que si tu parles purement argent, et on va dire un peu comme dans le monde de l'entreprise, quelqu'un qui est 2 fois plus cher que toi, tu t'attends à ce qu'il te soit 2 fois meilleur. Et c'est vrai que c'est pas le cas. Mais pour donner une fourchette, ça va vraiment dépendre des gens. Mais si vous êtes sur une journée de course, vraiment, on va parler d'une journée de course complète, visez entre 500 et 1000 euros pour vraiment une fourchette, et vous serez proche de la vérité. Il y en a qui vous prendront moins, notamment quand ils démarrent, et puis ça va dépendre d'où ils viennent, de ce qu'il y aura dans votre programme, et il y en a qui prendront plus. Mais si vous budgétisez ça, déjà, je pense que vous pouvez trouver un speaker correct. Et on fait comment pour trouver un speaker? Il y a un annuaire des speakers qui existent. On peut contacter la fédération qui va nous envoyer une liste de ceux qui ont 1, 2, 3 étoiles. Je sais pas, comment on fait pour trouver un ou le speaker qui va
qui va nous plaire. Et puis surtout, après, je pense que c'est une question de disponibilité aussi, parce que les gros week-ends de course, les week-ends de pont, les week-ends de jours fériés, ça doit toujours être déjà préempté quelques semaines, mois, années à l'avance. Ouais, complètement. Oui, oui. Alors, dans l'ordre, c'est principalement du réseau. Vraiment, c'est du réseau. Je veux que. Alors, moi, j'ai des réseaux sociaux pour le coup, là, que pour le sport. Donc, c'est-à-dire, je mets mes courses, mes animations, mais j'ai pas vocation notamment de faire de la pub. J'ai pas d'ailleurs cherché à faire de site internet. Certains l'ont fait et c'est un peu une critique. Au contraire, c'est une bonne chose. Mais c'est du réseau. C'est parce qu'en fait, sur une course, il y a plein de coureurs d'autres clubs, d'autres structures qui viennent te voir. Donc, ben, c'est du bouche à oreille. Ils te demandent. Moi, la seule chose dans laquelle j'ai investi quand je me suis lancé en 2015, c'est une carte que j'ai fait sur Vistaprint et tu laisses ton numéro, ton mail, ton numéro professionnel. À l'heure actuelle, comme j'aime à dire, on en rigole souvent, on s'entend très bien, mais mon meilleur agent de communication, c'est l'un des chronométreurs avec qui je bosse le plus. Parce qu'en fait, et comme moi, je suis peut-être devenu son meilleur agent de communication, parce qu'en fait, bah, l'organisateur, soit il contacte l'un, soit il contacte l'autre. Ouais, bonjour, je veux créer une course. On m'a dit que vous chronométrez. Ah, au fait, vous ne connaîtriez pas un ou des speakers et échanger le numéro. Et nous, entre nous, on est devenus aussi, et c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai souhaité lancer une formation d'animateur, c'est pour aussi créer un réseau, parce que ben, ça fait un peu, ça fait pas très bien ce que je veux dire, mais pour le coup, je refuse plus que je dis oui maintenant, parce que comme j'aime à dire, il y a que 52 week-ends dans une année. Ça faisait 2 ans de suite que j'animais 30 événements par an. Là, j'en ai fait 32 cette année, mais je pourrais pas en faire beaucoup plus. Et les week-ends que tu ciblais, encore plus en triathlon. Le triathlon en France commence mi-avril jusqu'à mi-octobre, donc ça condense énormément la saison. Il n'y a pas beaucoup d'épreuves en août. Donc forcément, tout le monde veut. Il y a certains week-ends, là, les derniers juin, les premiers de juillet, si j'étais capable de me démultiplier, je serais à 4 endroits à la fois. Donc ben, c'est du réseau. Et par contre, il existe quand même un annuaire sur le site de la Fédération française de triathlon, mais c'est l'annuaire de tous les speakers labellisés Fédération française de triathlon. Donc c'est-à-dire les stagiaires 1 étoile, 2 étoiles et 3 étoiles. Mais ça permet à qui le souhaite de contacter. Ça m'arrive encore que des organisateurs, notamment des clubs, ils sont bons élèves, ils suivent, ils t'appellent. Et alors, sachant que eux, par contre, c'est une obligation s'ils veulent faire une épreuve d'un championnat de France, une demi-finale, un sélectif jeune, etc., un duathlon, un triathlon, un France de raid, etc. Eux, par exemple, dans le cahier des charges, ils doivent prendre 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Mais là, par contre, ils doivent taper dans cet annuaire-là. Alors, tu as 32 week-ends, enfin 32 animations cette année. En plus, tu es pompier professionnel, donc de temps en temps, tu dois aller sur le terrain. Et tu pratiques. Enfin, tu as fait quoi? Tu as fait juste Embrun cette année, c'est tout? Alors moi, c'était l'année dernière. C'était 2024. Déjà, le temps passe vite. Ouais, je fais beaucoup, beaucoup moins de courses, mais j'essaye d'en faire des belles. Alors, quand je dis 32 animations, c'est pas 32 week-ends, parce qu'il y a certains week-ends, eh ben, tu animes le samedi, tu animes le dimanche et 2 courses différentes. Donc, Ouais, puis il y ça a les Grands Prix, il y en a certains, c'est en semaine. Ouais, alors, pas les Grands Prix de la Fédération de triathlon, mais j'ai quelques événements la semaine, ils sont relativement rares, mais je pense au 1er mai, par exemple. J'anime un trail depuis quelques années le 1er mai, donc ça dépend quand il tombe. J'anime aussi une journée de sensibilisation à l'autisme, qui est forcément un mardi du mois d'avril, tout en bleu. Donc j'ai là à la volée, mais ça va être 3-4 événements, pas beaucoup plus. Par contre, en fait, c'est pour ça que c'est de la data. Là, pour le coup, comme dirait Joseph, les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Parce que, à l'inverse, il y a des fois, je fais un vendredi, samedi, dimanche sur un event. Et je pense au T24 notamment. Et tu as eu Charles Galland comme invité. Mais Ouais. j'ai la chance d'être dans l'aventure depuis le début. Là, je les anime tous. J'ai même le plaisir d'être le responsable du pôle animation. Donc là, pour le coup, je recrute mon équipe, comme j'aime à dire. Et ben là, j'anime les 4 T24. Donc, c'est 4 fois vendredi, samedi, dimanche. Là, par Donc, contre, c'est c'est 4 4 week-ends gros, de 3 gros jours, quoi. week-ends. Ah ouais, là c'est 4. Et puis là, c'est 4 très, très gros week-ends. Punaise. J'avais une question qui m'échappe, mais du coup, quand tu animes, tu l'as dit, ton meilleur ami, c'est le chronométreur. Tu disais aussi que quand tu as commencé, le seul investissement que tu as fait, c'est que tu as acheté une carte de visite. Enfin, tu as fait faire des cartes de visite. Aujourd'hui, maintenant, quand tu te déplaces sur une course pour animer, tu te reposes sur le matériel que met à disposition le chronométreur ou l'animation, ou tu viens avec ton propre matos, c'est les grosses valises noires là, à roulettes, où tu vas tout avoir dedans? Alors, presque les deux. Alors,
quand je t'ai dit j'ai animé dans les cartes de visite, enfin j'ai investi dans les cartes de visite pour l'aspect publicitaire, communication, si on peut dire ça comme ça. Par contre, dès le début, j'ai investi dans une sono parce qu'au début, pareil, hein, je mets des guillemets, t'animes des petites courses, les fameuses courses de campagne, et vraiment, il n'y a rien de péjoratif, surtout que là, toutes ces mêmes petites courses deviennent des grandes courses, tellement la course à pied, le trail, le triathlon est en plein essor, mais au début, c'est des sonos de la commune, c'est le comité des fêtes, et sauf qu'ils te posent ça un matin, personne ne sait le monter, le micro est grésille, même encore quelques temps, des fois pour faire des économies, certaines orgas qui se lancent, je leur dis, si vous avez votre sono, pas de problème, et tu arrives, il y a un micro filaire. Alors, je fais toujours ce blague je disais toujours, le dernier qui a chanté avec un micro filaire, c'est Johnny et il est mort. Donc, bon, on arrête d'animer avec des micros filaires, hein. Donc, j'ai ma sono depuis le début, depuis 2015. C'est bien pratique pour pas mal d'événements. Par contre, là, j'ai la chance aussi de faire des événements qui ont de plus en plus d'ampleur. Et là, bah, tu fais venir des sonorisateurs avec du matériel plus conséquent. Euh, Typiquement, le P24, il y a des sonorisateurs dédiés parce que c'est grand, parce qu'il y a des grands sites à faire, et puis parce que c'est aussi quand même une petite contrainte euh, technique, de stress. Et je prends un exemple, le triathlon de Bordeaux, quand je l'ai animé, je l'ai sonorisé pendant plusieurs années, et quand Bordeaux a voulu et a eu d'ailleurs un Grand Prix, un très joli Grand Prix d'ailleurs, où Eden White est venu gagner. Tout de suite, je leur ai dit, alors là, c'est sûr, pour le Grand Prix, je ne sonoriserai pas. Parce que le Grand Prix, déjà, c'est quelque chose qui te demande beaucoup d'attention, beaucoup de présence. Tu es deux speakers, tu ne peux pas gérer la technique haute. Donc, c'est pratique sur une course à taille moyenne avec un volume. Quand je parle là de volume de l'espace, où c'est vraiment, voilà, moi j'ai 6 enceintes, j'ai un peu de matos, j'ai 2 micros. C'est pratique pour une course à pied souvent ou un triathlon avec un parc à vélo relativement réduit. Par contre, si là aussi, on parlait de tout à l'heure, hein, je faisais appel aux organisateurs de faire venir plusieurs speakers s'ils peuvent. La sono est un élément très très important. Et alors là, enfin, autant le chronométreur mon meilleur ami, mais notre outil de travail reste le micro. Ça aussi, je pense que bon nombre de speakers l'auraient en anecdote des sonos qui ont été galères, des sonorisateurs qui sont pas au niveau ou qui ont des contraintes. Par contre, à l'inverse, quand tu bosses avec une sono de qualité, ça c'est pour toi un travail beaucoup plus facile. Et puis tu peux faire des choses de dingue maintenant. Tu peux faire du live moto. Même il y a le live sur les réseaux sociaux qui existe. Donc c'est très très important d'avoir un sonorisateur de qualité si vous voulez avoir un événement de qualité. Alors, toi, tu disais, tu animes des courses de triathlon, mais aussi du trail, aussi de la course à pied. Est-ce que pour être un bon animateur, il faut être un pratiquant? C'est l'éternel débat. Euh, J'aurais toujours tendance à dire oui, mais alors si je dis oui, je vais dire quid de ceux qui ne le sont pas. Et je connais des animateurs qui sont très bons et qui sont pas pratiquants. Donc, mais c'est un petit peu comme tout. Il y a des très bons entraîneurs de foot qui n'ont pas joué à un bon niveau et des top joueurs qui n'ont jamais été de bons entraîneurs. Donc, je pense que ça marche exactement pour les speakers. Comme j'aime à dire, ça me permet quand même moi de vraiment réussir à mettre à la place des athlètes. Et j'ai un petit côté crédibilité où typiquement quand les athlètes s'effondrent sur la ligne, mais qu'il faut faire évacuer la ligne parce que ça continue d'arriver demain, ou qu'il y a des galères sur la course, ou que l'athlète il est mécontent, de temporiser un petit peu tout ça parce que j'arrive à me mettre à sa place. Donc ça, c'est quand même un bon côté. Et alors, c'est un autre très bon côté, par contre, je vois, c'est que tu disais, je cours beaucoup moins, mais je fais quand même encore quelques belles courses. Et quand je suis au départ d'une course avec un dossard, les gens prennent plaisir, ils me disent, ah, mais t'animes pas aujourd'hui, tu cours. Et comme j'aime à dire, toute l'énergie que je leur donne tous les week-ends quand j'anime, eux, ils me le rendent. Et j'ai eu le cas, je vais reprendre en brin parce que c'est une course qui parle à tout le monde, mais dans la montée de l'Isoard, où en plus, j'ai eu la chance que les caméras d'Active me suivent, monter avec un jeune qui me dit, mais t'es une star? Non, alors on va calmer. Les stars sont devant. Les stars, c'est ceux qui sont en train de monter les oirs beaucoup plus vite que nous. Mais par contre, on va dire, j'ai cette chance d'être dans le monde du triathlon. Et quand je suis parti à pied,
bah ouais, entre les speakers qui sont des amis et qui j'ai déjà animé, et tous les gens des autres clubs qui m'ont reconnu via ma trifonction T24, via les courses que j'ai animées. Je pense à l'organisateur de triathlon des Gorges de l'Ardèche qui était là, qui t'accompagne, à Fred Bellotte, Charlotte Morel, qui sont des anciens triathlètes pros, mais qui sont devenus amis, qui t'encouragent. Bon, bah, tu te dis, ouais, quand un garçon qui a fait les Jeux Olympiques, il t'encourage, ben c'est voilà, petit côté fierté que j'aime. Et voilà, j'aime ce côté. Ben, je cours encore un peu aussi grâce à ça. Ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes. C'est un peu comme le podcast, hein, c'est des bonnes excuses aussi pour accéder à des gens auxquels on n'accéderait pas en tant que triathlète lambda. Ouais, c'est Alors pour ceux qui exactement n'ont ça. pas la vidéo, j'ai fait des guillemets sur lambda, évidemment. Euh, Tu dois continuer ça. Alors, triathlète longue distance, on continue pas jusqu'à 80 piges, mais animateur, tu dois finir comme les animateurs de VTT à qui tu as mis des coups de pied dans la fourmilière et continuer ça pendant des années. Eh bien, alors, là, j'ai une chance terrible depuis le début. Je dis ça et tu vois, je refais un petit parallèle très rapide au foot. J'ai entraîné il y a quelques années, pas longtemps, mais parce qu'après, vraiment, on ne pouvait pas tout faire. Mais quand je me suis présenté en tant qu'entraîneur, je leur disais, j'ai 2 métiers à l'heure actuelle et dans les 2 métiers, je m'éclate. Il y a des gens, ils n'ont pas cette chance-là, déjà d'avoir un premier métier dans lequel ils peuvent s'éclater. Moi, j'ai toujours voulu être pompier et je m'éclate dans ce milieu-là. J'ai pas spécialement souhaité être animateur, ça arrivait un peu comme ça et je m'éclate. Donc, tant que je vais m'éclater, oui, je vais continuer. Par contre, le jour où ça me gonfle ou autre, même s'il faut pas se mentir, c'est un complément financier qui est pas négligeable, mais qui me permet de payer des courses, des vacances. Mais si un jour ça me gonfle, j'arrêterai. Par contre, ben, j'anime avec certains animateurs qui ont 80 ans et certains qui ont encore la pêche. Et moi, comme j'aime à leur dire à chaque fois que je les vois, c'est que je trouve ça formidable qu'à 80 ans, ils soient là encore un dimanche au contact de jeunes, au contact du monde du sport, parce que il y a cette bienveillance dans le monde du sport. Et je retiendrai toujours une phrase, Stéphane, au tout début, qui m'avait dit, tu verras, il y a cette chose bien, notamment quand tu es un bon animateur, c'est que les gens vont tout faire pour que tu passes une bonne journée, que tout se passe bien. Et tu vois, sur des journées un peu dantesques, je reparlais du triathlon de Saintes avec ces 7 épreuves, où j'arrête pas, mais par contre, on vient m'emmener à manger. On se soucie que tout aille bien. Tout le monde fait en sorte que même toi, alors que tu es dans le jus complet, tu passes une bonne journée. Donc, tant que physiquement, je pourrais, que ma vie de famille me le permet, oui. La preuve en est, j'ai fait le choix de faire moins de courses pour plus s'animer. Je pense pas que j'arrêterai de courir parce que j'aime ça, parce qu'en plus je reste quand même un compétiteur, que je suis pratiquant, mais je compte pas arrêter d'animer. Comme la question m'a souvent été posée, même si j'ai eu l'opportunité, après le Covid, à faire renégocier ça, j'ai pas l'intention d'arrêter spécialement le monde des pompiers en fait. Parce que vraiment, je suis épanoui. Moi, je suis vraiment épanoui dans 2 tafs, donc c'est une chose formidable. Et si j'avais eu la chance, s'il y avait 90 week-ends dans une année, j'aurais presque continué à être entraîneur de football parce que j'ai été aussi épanoui. Mais là, au bout d'un moment, faut faire des choix. Ouais, il faut faire des choix. Euh, et par rapport à ton métier de pompier, justement, est-ce que tu as un aménagement de ton temps de travail où tu travailles à temps plein comme tous les autres pompiers? Et d'ailleurs, on peut peut-être briser un mythe. C'est combien, plus ou moins, d'heures de travail que le métier de pompier? Sachant que je mets encore un gros disclaimer là-dessus. C'est comme les sportifs de haut niveau. On a l'impression qu'ils bossent 5 heures par semaine parce que une compétition, ça dure 3-4 heures. Non, en réalité, ils bossent 40 heures par semaine parce qu'ils s'entraînent, ils récupèrent. Et le week-end, ou en tout cas les jours de course, ils vont sur les courses. Donc, pompier, ça représente quoi en termes de temps officiel de travail, sans parler du temps à côté, qui, toi, te permet aussi de pouvoir t'épanouir dans un deuxième métier? Alors moi j'ai une chance aussi terrible. Alors je travaille à 100%. J'ai pas d'aménagement j'ai pas fait une demande à 80%. Nous on est ce qu'on appelle cyclé. En fait, j'ai un régime de travail, de garde de jours de repos. Et moi, ce qu'il y a de bien, c'est que là, depuis novembre, je connais tout mon planning de 2026. Donc en fait, je peux poser les dates, je sais quand est-ce que déjà j'ai des doublons de garde et d'animation et changer mes week-ends, sachant que j'ai toujours été dans des très grosses casernes. Donc c'est un petit inconvénient, c'est qu'il y a une forte sollicitation opérationnelle. Par contre, c'est un gros avantage, c'est qu'on est nombreux, donc tu multiplies le chance de faire des changements avec tes collègues. Et d'ailleurs, parce que beaucoup de pompiers
sont triathlètes, ou beaucoup de triathlètes sont pompiers, ça mange dans les deux sens. Ils me disent: «Ah, putain, mais Romain, tu bosses jamais les week-ends, tes collègues, comment ils font? Et ça gueule pas à la caserne». Non, ça gueule pas parce qu'en fait, moi, mais sur mes réseaux que quand j'anime ou quand je cours. Mais vous voyez pas quand je suis de garde. Et en plus de ça, alors moi, je suis pompier en Gironde, donc on a une chance terrible parce qu'on est passé en garde de 12 heures. On a été l'un des premiers départements français à être comme ça. Donc, je travaille 1607 heures, comme tout fonctionnaire, qu'il soit des collectivités territoriales ou de l'État. Donc, c'est l'équivalent de 35 heures sur toute l'année. Sauf que nous, c'est sur un volume annuel. Et effectivement, ce que les gens ne voient pas, c'est qu'on travaille les week-ends, les nuits. Typiquement, moi, j'ai travaillé cette nuit. Je sors d'une garde de 12 heures de nuit où j'ai fait 19h30, 7h30. Donc, je me suis reposé un petit peu ce matin en attendant le podcast et je vais m'entraîner cet après-midi. Je travaille ce week-end, sans vous donner tout le détail de mon planning, mais je travaille samedi en jour, dimanche en nuit, donc ça fera un week-end. Je travaille le 25 décembre, je travaille le 31 décembre. Donc, voilà pour ça. Et en ce qui concerne mon planning, même si c'est pas une chance, mais j'ai pas d'enfant. Et du coup, on collabore souvent avec mes collègues. Je travaille très souvent à Noël et cet été, au mois d'août notamment, moi je suis l'agent de la caserne qui a fait le plus de gardes au mois d'août. En contrepartie, parce qu'on m'a pris des week-ends en juin, en mai, ça me permet d'animer. Mais voilà, j'ai fait 19 gardes de 12 heures au mois d'août. Donc moi, je profite moins de la plage, entre guillemets, alors que j'habite en Charente-Maritime, euh, au mois d'août que mes collègues, mais c'est moins grave, c'est aussi plus ou moins un souhait, parce qu'en contrepartie, certains m'ont pris des week-ends en juillet pour que j'aille aux gorges de l'Ardèche, etc., etc. Ouais, et puis juste pour le côté entraînement pratique, c'est pas parce que tu es de garde que tu vas pas sortir faire un petit footing. Par contre, si tu es de garde, tu dois être facilement mobilisable, puis tu vas pas te mettre une séance de fractionné qui va te mettre à plat pour qu'après tu partes au feu alors que t'as déjà cramé toute ton énergie. Ouais. Et puis alors bon, pas se mentir, j'ai connu des collèges, j'ai connu des casernes où ils peuvent vraiment s'entraîner. Loin de l'idée de faire pleurer d'un chômeur, mais moi là, je suis dans un centre de secours qui fait plus de 12 000 interventions par an. Donc, concrètement, là, d'ailleurs, mon entraîneur pourrait le témoigner, ne mets pas je ne lui donne pas de disponibilité sur mes temps de garde. Et même quand j'ai préparé en bras, on mettait ou du home trainer ou des séances de course à pied, que je faisais l'effort de se faire sortir de ma garde. Jamais pendant ma garde parce que ça sonne quand même beaucoup. Et du coup, au début, tu le faisais parce qu'au début, c'est tentant. On a un créneau de sport et c'est une très bonne chose. Sauf que ça sonne, tu es frustré, tu as fait les 2 tiers, un tiers de la séance. Qu'est-ce que tu fais? Tu rattrapes les 2 tiers. Bon, j'ai arrêté avec ça. De plus, comme je le disais en préambule, je suis responsable sport de ma caserne, donc voilà, je veux pas que mon sport impacte la caserne. Donc, je suis plutôt, donc je fais partie pour le coup des triathlètes qui jouent au foot, qui jouent au beach avec ses collègues, qui propose plein d'autres choses, qui va courir avec ses collègues. Parce que ça aussi, je l'ai connu ailleurs où, et notamment quand je suis arrivé, les mecs voulaient pas courir avec moi parce que ouais, on court pas comme toi. Ah si, vous courez comme moi, vous mettez le pied gauche, puis le pied droit devant, je vous promets, vous courez comme moi. On court peut-être pas tous aux mêmes allures, mais vous avez l'impression que je suis un champion, mais je vous préviens que moi, quand je prends le départ d'une course, comme le semi de Bordeaux, on est 15 000, et que ça se gagne en moins d'1 heure, non, je suis pas un champion. Donc c'est toujours pareil, ça dépend avec qui tu vas courir. Donc voilà, moi je cours avec mes collègues, et je le compte pas comme une séance, et je fais mes séances plus tard. Ouais, puis c'est comme disait toujours mon entraîneur précédent, qui sait courir vite, c'est courir lentement. Donc, si tu crois qu'on court pas à la même vitesse, bah, j'aurais peut-être du mal à te suivre, mais sinon, pour ce qui est de me suivre, il y a pas de souci, quoi. En fait, on se mettra à niveau. Non, mais oui, c'est ça, on s'adapte. Et puis, j'ai eu le cas aussi, mais comme plusieurs collègues, sur des préparations de swimrun ou des propositions de swimrun ou de bike and run contre la montre par équipe. Ah ouais, non, mais les gars, si je fais équipe avec vous, oui, j'anime, j'ai l'air des résultats. Je me doute bien qu'on joue pas la gagne. Mais si je joue la gagne, si je veux jouer la gagne, je me mets avec une équipe à niveau. Et puis ça, c'était valable au début. Maintenant, vu les vitesses à laquelle ça court, moi non plus, je joue plus la gagne. Donc, quitte à mettre un dossard, autant que je me fasse plaisir. Et par contre, oui, sur le seul bike and run que j'ai fait cette année, on l'a gagné avec ma partenaire du jour parce qu'on était en mix. Mais là, pour le coup, vu la qualité de ma binôme du jour, là, on avait des intentions de gagner. Parce que je savais que j'étais une fille qui avait sensiblement mon niveau. Donc, je me suis dit, là, ça devait faire un binôme plutôt sympa. Mais j'ai aucun souci là aussi à faire équipe. On peut faire équipe jouer ensemble, il n'y a pas de problème.
Voilà, tu sais pas à quel point je nage et je cours mal. Ouais, tu fais comme avec des autres donc tu nages et tu cours. Ouais, on va dire ça. Hem, j'ai eu du mal à arriver au bout, mais on est arrivé avec mon binôme. Et donc tu Dernier, es mais parmi finisher, ceux qui sont arrivés. magicien, On a tu es laissé, finisher, c'est très important. on a laissé quelques-uns derrière. Écoute, Romain, le temps file. On a fait déjà un bon tour autour, du sujet, qui te concerne toi, de l'animation, de ta pratique. Tu le sais, la question signature du podcast, c'est justement, comment devenir triathlète? Donc Romain, toi qui es pratiquant et animateur, si tu te mets, dans les 2 sièges, quelle serait ta meilleure réponse, ton meilleur conseil? Alors mon meilleur conseil pour devenir triathlète, c'est dans la mesure du possible de s'inscrire, dans un club et c'est pas, je suis pas là pour faire du politiquement correct pour la fédération, même si on a une très belle fédération, mais c'est que moi j'ai commencé comme ça et je le vois, c'est beaucoup plus simple parce qu'en plus on me dit, le podcast s'appelle «Devenir un triathlète» et on parle de la Fédération française de triathlon, mais il y a tellement de choses possibles en triathlon. Il y a du triathlon, du duathlon si vous savez pas nager parce qu'on sait que souvent c'est la natation qui freine un nageur. Maintenant, à l'inverse, avec la galère des vélos, où tu parlais des Parisiens qui ont des difficultés à s'entraîner en vélo, mais qui, à l'inverse, ont beaucoup plus de piscines que chez nous, et ben ça peut devenir des swimrunners, de l'aquathlon. La fédération, enfin le RAID, c'est rattaché à la Fédération française de triathlon, donc il y en a pour tout le monde. Et aussi, on n'en a pas terme, mais il y a des écoles de triathlon. Donc j'ai presque envie de dire, devenir triathlète, mais dès le plus jeune âge. On pourrait presque à allonger le podcast. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un club. Et si vous n'avez pas de club, trouvez-vous des groupes d'entraînement. Il y a des coachs aussi maintenant de plus en plus diplômés. Essayez de vous trouver un coach quand même qui est diplômé, aussi bien Fédération française de triathlon ou qu'un BESAN ou un DEGEPS, et qui va vous accompagner là-dedans. Et triathlète, ça ne veut pas dire Ironman aussi. Alors je sais que beaucoup de tes invités l'ont fait, mais ça c'est important. Bien sûr qu'on est fier quand on finit un XXL. La première année, moi, j'étais fier de vous parler d'Embrun. Mais, entre guillemets, c'était presque plus simple de finir en brun que de tout faire pour pas être éliminé sur une D2 duathlon parce que ça court à plus de 20 à l'heure. Donc, soyez fiers déjà ce que vous faites et il y a toutes les distances. Il y a vraiment toutes les distances. J'ai écouté ton dernier podcast où pour son premier XXL, il a fait le Norseman et ouais, mais vu son niveau vélo, forcément, quand vous roulez Forcément, c'est un aussi avion de vite que chasse. et bien voilà. Donc oui, et oui, si vous arrivez d'ailleurs d'autres sports, vous aviez été à un très bon niveau, videz des choses comme ça. Par contre, si vous avez 50 ans, que c'est un projet et que la dernière fois que vous avez fait du vélo, c'était pour aller au collège, faites peut-être pas un Ironman. Mais par contre, faites des épreuves aussi en équipe. Faites des épreuves en équipe, faites des relais. Le swimrun a le vent en poupe parce qu'il n'y a pas besoin du vélo et que souvent c'est en duo. Donc ça aide énormément. Donc voilà, moi, vraiment le conseil, c'est faites-vous entourer, partagez-le. On pense vraiment que c'est un sport individuel, mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Même dans les écoles de triathlon. Donc, partagez-le avec votre entourage. Et ouais, essayez de vous rapprocher d'une structure. Si c'est d'un club, c'est encore mieux. Et après, en plus, dans le club, il y a cet effet boule de neige où ah, mais viens faire un S avec nous. Ah, mais tu as vu que cette même épreuve a fait l'EM, etc., etc. Et pour, ça fera un petit peu de pub pour le T24, mais le T24, le triathlon 24 sur 24 heures, est aussi l'un des meilleurs moyens de découvrir le triathlon. Parce que si je dis 24 heures, j'ai rien à dire, mais l'autre, il me dit de pas faire d'Ironman et il faut faire 24 heures. Ouais, sauf qu'en fait, il y a 4 heures de natation, 12 heures de vélo, 8 heures de course à pied, mais en relais avec des tours que tu enchaînes pas. En fait, c'est-à-dire que c'est la même équipe qui nage et après qui roule, puis qui court. Donc en fait, tu fais un triathlon sans enchaîner, tu as des pauses et on a découvert avec Charles au fur et à mesure des années qu'en fait, plus de 60% des gens qui viennent sur le T24 ne sont pas des triathlètes parce que c'est la meilleure façon pour eux de découvrir le T24 et notamment les équipes de 6. Parce qu'en fait, quand tu dilues 24 heures par 6, ça fait à peine 4 heures chacun. Et ces 4 heures sont diluées sur 24 heures. Et sachant que la règle dit qu'il faut faire un tour de chaque, donc à peu de choses près, c'est un tour de natte qui fait 1000 mètres, un parcours vélo selon où tu es, mais qui avoisine les 20 km, et un cours de course à pied qui fait entre 5 et 7 km. Donc, tu as 4 heures sans enchaîner pour faire une distance ES, pardon. Donc, ça laisse largement le temps. Et après, tu t'aperçois qu'il y a d'ailleurs des gens souvent qui disent ouais, moi, j'ai prévu, je fais qu'un tour à pied.
Oui, puis tu es pris dans l'effervescence et t'en fais 2, t'en fais 3 et tu fais d'ailleurs le dernier comme tout le monde à bloc pour essayer de repartir sur un tour alors que ça fait 24 heures que tu tournes. Mais ça y est, tu es pris dans l'engrenage du triathlète. Et vu que tu as essayé, et ben derrière, les gens veulent absolument en faire un tout seul, un vrai, tu sais, comme ils me disent, un vrai. Mais En vous vrai, en ouais. avez déjà fait un vrai. Mais un vrai tout seul où tu nages et il faut que tu enchaînes rapidement le vélo, tu enchaînes parfaitement la course à pied. Donc voilà. Genre, je sais que je suis très bavard, mais s'il y a 2 choses à retenir, ou vous allez dans un club, ou vous essayez le triathlon via le T24 et vous pourrez devenir un triathlète. Ouais, et puis pour reboucler sur le sujet du jour, avec toi, vous cherchez une caserne, il y en a partout en France. Il y a forcément un triathlète dans les pompiers. Oui, oui, dans les pompiers, dans les militaires. Alors, dans votre entourage, maintenant, la Fédération française a quand même, c'est bien développé. Il y a de plus en plus de licenciés. Plus, bah, il y a cette histoire du pass journée qui permet quand même aux gens de courir. Je l'ai vu aussi au début quand tu disais je fais du triathlon. Les gens disent ah ouais, il y a 3 sports. Mais qu'est-ce que tu fais en premier? Du vélo, maintenant. Puis bon, il y a les aussi Jeux Olympiques. Il ne faut pas se mentir, ce qui est une très bonne chose. Les gens connaissent l'ordre du triathlon. Ils savent qu'il faut nager, puis faire du vélo, puis courir. Et tu vois, beaucoup si tes invités du podcast parlent souvent d'intérieur sport. C'est vrai que les magazines de Cana, qui sont de grande qualité, ont permis de découvrir ça, ont permis de découvrir le swimrun, le Norseman aussi. Même les gens sont capables de dire, il y a une épreuve où les gars, ils sautent du bateau, il fait nuit. Le Norseman, épreuve de dingue là aussi. Mais ça permet, et le développement des podcasts ou autres, c'est un sport qui est jeune, ça reste un jeune sport par rapport au foot, au rugby, au tennis, à tous ces sports qu'on connaît, mais c'est un sport qui est en plein développement, et voilà, surtout, c'est pas que l'Ironman, et c'est vraiment fait pour tout le monde. Dès l'âge de 6 ans, on peut faire du triathlon. Écoute, merci pour tout ça et pour la promotion des différentes instances et structures. Pour terminer, même si tu as dit que tu n'étais pas très réseaux sociaux, où est-ce qu'on te retrouve, qu'on te contacte si jamais on veut en savoir plus ou si jamais on veut tenter sa chance pour savoir si le week-end du 18 juin 2028, tu es dispo? Ça va. Alors, j'ai j'ai envie de dire le package classique. J'ai Instagram et Facebook. Alors, en plus, moi, l'avantage de mes réseaux sociaux, c'est qu'ils sont vraiment liés que au sport. Donc, vous pouvez effectivement me contacter. Vous ne me verrez jamais en bikini au Honolulu sur mes réseaux sociaux. J'ai LinkedIn depuis pas longtemps, ce qui a permis d'ailleurs qu'on se rencontre. Et je sais que tu poses souvent la question sur Strava. J'ai Strava. Alors, vous pouvez me suivre sur Strava. Je mets que mes courses. Je mets pas mes entraînements. C'est pas tant qu'il y a quelque chose à cacher, mais c'est que ça évite de dire ah bah écoutez là, écoutez ici. Les gens, en fait, à l'époque, ils se demandaient quelle vie de folie j'avais. Et puis, alors, le fameux, si c'est sur Strava, ça compte pas. Bon, je suis passé bien outre. D'ailleurs, faites attention, mais bon, de plus en plus de gens le disent, au piège de Strava. Moi, je l'utilise un petit peu pour préparer mes animations, d'ailleurs, savoir un peu les athlètes ce qu'ils ont fait ou autre. Mais ouais, vous piégez pas avec ça il a roulé 180 bornes parce qu'il prépare un Ironman. Oui, mais tu connais pas son passif, tu connais pas tout ça. Moi, j'avais jamais roulé 180 bornes avant de faire mon premier Ironman et j'ai peu de soucis à vélo. Donc voilà, faites attention avec Strava. Donc j'ai Strava et vous pouvez me suivre et moi je suis les gens, mais je suis pas un grand spécialiste. Instagram et Facebook, ouais, je les utilise pas mal. Et LinkedIn, j'essaye de commencer à m'y mettre. Là pour le coup, c'est de développer du réseau. C'est très intéressant, notamment pour les organisateurs et compagnie. Donc ça, c'est très utile. Super. Eh ben, écoute, Romain, merci beaucoup. J'espère que tu as passé un bon moment. Moi, je me suis senti un peu comme sur une course. Et puis, j'espère que j'aurai l'occasion d'entendre ta voix un jour quand tu m'encourageras en passant une ligne d'arrivée. Eh bien, c'est avec grand plaisir, parce que de toute façon, on a plaisir à encourager l'ensemble des triathlètes, des swimrunners, parce que je sais que tu es plus passé swimrunner. J'en profite pour te remercier, de l'invitation, de tout ce que tu fais avec ce podcast qui permet de donner la parole à tout le monde. Et c'est voilà, une force aussi, pour dire, devenir un triathlète. On a cette chance aussi de pouvoir côtoyer très facilement l'élite mondiale. Je dis, moi, ma petite fierté, c'est d'avoir eu mon micro, l'ensemble du podium olympique, aussi bien hommes et femmes. On le sait, j'ai rien contre Kylian Mbappé, loin de là, c'est un top joueur, mais c'est très difficile. Si demain on devait faire un footing avec Kylian Mbappé, alors que j'ai déjà eu le plaisir de courir avec Léo Bergère, de boire une bière avec le champion olympique quand il avait été venu au triathlon de Metz. Donc voilà, c'est aussi une des raisons qui fait que c'est un top sport, parce qu'on peut côtoyer des gens simples comme nous qui sont dans l'ombre du triathlon et des tops athlètes.
Bon, on fera qu'on échange certains contacts alors, hein, parce que moi, tous ces gens-là, je les ai pas trop, tu vois. Il y a quelques élites qui acceptent de répondre à mes questions, et d'ailleurs, je les remercie. Et le dernier, par exemple, Tom Lernoux, qui était un super invité, mais pas que dans les propos qu'il a partagés, aussi dans les échanges qu'on a pu avoir avant, pendant et après. Mais tous ne sont pas forcément disponibles non plus. Donc voilà, c'est aussi un petit appel du pied pour et il y en a quelques-uns des élites qui nous écoutent, donc n'hésitez pas à décrocher le téléphone, à m'appeler ou à dire à votre copain ou copine qui sont aussi élites de faire de même. Voilà, c'était mon Ouais, petit coup de ouais, et gueule puis du moment. oui, bon, c'est une bonne idée, surtout que enfin, faut penser que là, tout en plus, il donne une très bonne image. Donc, l'objectif du podcast, c'est de devenir triathlète. Je pense, par exemple, on va prendre l'exemple de Cassandre Beaugrand. La plupart, même des jeunes filles, même si elles connaissent pas le triathlon, maintenant sont capables de dire qui est Cassandre Beaugrand, tellement c'est extraordinaire ce qu'elle a fait aux Jeux Olympiques. Et où je prends Antoine Dupont, les gens vont être capables de dire qu'il a fait les Jeux Olympiques, alors que les gens vont dire mais il n'y a pas le rugby à 15 pourtant. Et certains vont même pas savoir que c'était le rugby à 7, mais il y a des figures de proue comme Léon Marchand, etc., qui sont importantes. Donc, je peux d'avoir Cassandre ou autre, mais ça permet effectivement de développer le triathlon. Alors, je vais dire qu'il y en a besoin, mais qui est vraiment dans la bonne dynamique. Contrairement à peut-être d'autres sports qui ont tendance à s'essouffler, le triathlon est vraiment dans la bonne dynamique. Et tiens, d'ailleurs, petite question complémentaire, puisqu'on parle un peu des JO, tu l'as dit, animer des pour animer des organisations officielles de la FF3, il faut être 3 étoiles. Pour animer aux JO, il faut quoi? Pour animer au JO, il fallait un bon carnet d'adresses. Malheureusement, aucun des speakers de la Fédération française de triathlon n'avait été retenu pour les JO de Paris, parce que par contre, Christophe Dallery, qui est speaker de la Fédération française de triathlon, a eu le plaisir, et parce qu'il a les compétences, à animer les JO de Londres. Donc, il faut être dans le circuit international. Mais là, pour le coup, c'est un petit peu comme j'ai pas fait de D1 en tant que triathlète parce que j'avais atteint mon plafond de verre. Là, je pense que j'aurai mon plafond de verre. Il faudrait faire que ça. Donc peut-être qu'un jour il y aura la chance d'animer des coupes du monde. Commence à y en avoir en France. Il y aura une WTCS alors, qui va devenir T100, T50. Là, j'ai vu qu'ils ont tout rallié cette année, enfin en 2026 à Quiberon. Donc là, je pense qu'on aura un certain speaker français. Mais alors, c'était un rêve, plus qu'un objectif, c'était un rêve d'être de l'aventure à Paris, même si je savais que je partais de très très loin. Bon, ça c'est pas fait, et j'ai pas de souci avec ça. Mais vu qu'en plus on a organisé peut-être les plus beaux jeux de l'histoire des jeux modernes, il n'y a aucun regret avec ça. Bon, bah écoute, je te remercie encore pour ton temps et d'avoir répondu à toutes nos questions. Et puis, bah, je te souhaite une bonne continuation et à très vite sur une course. Merci, au plaisir, et puis plein de bonnes choses à toi et au podcast Devenir Triathlète. Merci Romain. Ciao.